Un rendez-vous convivial, détendu, voire intimiste, avec des personnalités connues ou moins connues et qui ont tout à voir, à un titre ou à un autre, avec l'automobile, ce qui l'entoure. Et plus largement encore avec la mobilité dans nos territoires ultramarins. C'est l'ambition des podcasts vidéo qui accompagnent la naissance de la ligne en ligne, d'une plateforme en ligne qui s'appelle Ovango, une plateforme numérique consacrée à l'auto, à la moto et à toutes les nouvelles mobilités en général. La vision et le regard d'un pilote automobile martiniquais, connu bien au-delà de nos territoires, que lui inspire l'univers de l'automobile dans nos régions et au-delà, c'est ce que nous attendons de vous. Simon Jean-Joseph, bonsoir, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, Alors merci en tout cas d'abord d'avoir accepté cette invitation. merci pour votre invitation. Une petite idée déjà qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia vous concernant. Je vais vous le lire, vous le connaissez certainement, mais quand même. Il est le seul Français à avoir remporté un titre de champion de France sur asphalte, Super 1600 en 2003, sur terre 2011 et en amateur en 1997. Il est le seul pilote français, avec Bernard Darniche, à avoir été double champion d'Europe des rallyes en 2004 et aussi en 2007. Dites-moi, à quel âge, Simon Jean-Joseph, quel âge avez-vous exactement, lorsque vous avez pris un volant pour la première fois? J'étais assez jeune, je dirais. Cette passion m'est venue assez paradoxalement par rapport à mon papa, qui avait une entreprise de TP. Et souvent le week-end, je venais avec lui dans l'entreprise. Et comme il travaillait beaucoup, il me donnait la possibilité de me mettre derrière le volant de voiture. J'avais quoi, 7, 8 ans. Et puis, quand je disais me mettre derrière le volant, c'était d'abord de pouvoir jouer sans qu'elle ne démarre. Et puis après, avec les années, j'ai commencé à les démarrer, à faire marche avant, marche arrière, puis tourner un peu autour sur le parking. Et son bureau était placé de telle sorte qu'il voyait un peu ce qui se passait. Et puis il me faisait confiance, il me mettait des barrières. Ça veut dire que vous étiez seul au volant? Au départ, non. Au Ouais, départ, il était enfin sur oui, ses au jambes, départ, quand j'étais seul, 7-8 ans. avant qu'elle ne démarre. Ouais. Mais après, vers 8, 9, 10 ans, j'étais seul au volant, oui, sur des voitures. Et vous observez du haut. Oui, c'était sur un petit parking et donc voilà, ça le faisait. Mon père était quelqu'un qui n'était pas stressé et qui remettait, qui était assez, je veux dire, que c'était quelqu'un qui transmettait sa confiance et qui donnait des instructions et il attendait qu'on puisse les appliquer. D'ailleurs, j'ai essayé de ne jamais le trahir. Mhm. Et alors ça c'est le moment où vous commencez, etc. Mais après, vous avez, je suppose, un permis comme tout le monde. Oui, mais enfin après, comme vous le savez, dans notre famille, il y a eu mon frère qui a commencé à faire de la course où j'avais 11, 12 ans. Mhm. Donc, Rodolphe. non, Alphonse. Alphonse, autant pour Alphonse moi. Jean-Joseph, comme mon grand-père d'ailleurs. Et donc, Alphonse a commencé à faire de la course. Oui, je devais avoir 11 ans. Donc, rapidement, pareil, comme je conduisais déjà un petit peu, mon père m'a donné la possibilité de faire un peu de karting. Donc, j'ai découvert le karting avec de très bons pilotes d'ailleurs de Martinique hein, à l'époque. Et j'étais bien évidemment le plus jeune. Et puis, comme vous le savez, malheureusement, il y a eu cette tragédie en 1983 où j'avais 14 ans. Et donc, mon frère a disparu en course automobile, ce qui fait qu'il y a eu un grand un Un gap. arrêt Ouais. oui, pendant de nombreuses années avant que je ne recommence, malheureusement contre l'avis de mes parents. Mhm. Voilà, Et, donc cette passion, elle est surtout venue avant cet accident, je ouais. tiens à le préciser, elle est surtout venue... je vais être honnête avec vous, j'étais plutôt craintif et j'ai toujours été quelqu'un d'assez prudent, quoi qu'on en pense, et quoi que j'ai pu faire. Oui, parce que ce n'est pas l'image que vous donnez. Lorsqu'on vous voit faire des tours sur la route et Ouais, les non, mais gens. ça c'est... Mais vous savez, c'est comme un joueur de foot qui fait des jongles. Ça, ce n'est que de l'équilibre. De glisser une voiture, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas parce qu'on fait de beaux jongles qu'on va mettre un but en finale de la Coupe du Monde. C'est certain. Et c'est pas parce que je fais ça que voilà. Toujours est-il que cette passion m'est venue très jeune et donc j'ai découvert ça avec un peu de crainte, comme je vous le disais, et jusqu'à ce qu'il y ait ce malheureux accident, mais qui ne m'a pas en aucun cas, je veux dire, il n'y a pas eu de frustration ni de motivation supplémentaire. Je savais déjà ce que je voulais faire. J'ai au contraire connu plutôt une période difficile entre 14 et 19 ans, lorsque j'ai pu enfin commencer à faire la course.
parce que beaucoup de gens pensaient que malheureusement, c'était pour tout un tas d'autres raisons que celles qui m'animaient, c'est-à-dire la passion vraiment que j'avais pour l'automobile et pour la course automobile. Voilà. Mais on a bien compris que vous êtes pilote automobile, bon, c'est assez particulier, mais mettons-nous un peu à la place de ceux qui, traditionnellement, ils passent le permis, ils ont un permis à un moment, ils doivent se retrouver seuls au volant d'une voiture. Je suppose qu'ils peuvent imaginer que c'est grisant, effrayant, et qu'ils pensent à la vitesse qu'ils pourraient faire. Vous n'êtes pas passé par ces cases-là, si je comprends bien. Bien sûr, comme beaucoup de jeunes, j'ai fait mon expérience, j'ai peut-être pas pris le meilleur chemin au départ. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait plusieurs chemins. Ça, c'était déjà un premier bon point pour moi, qui m'a permis de ne pas faire trop de bêtises, même si j'en ai fait. Et très rapidement, grâce à la course, je dirais, je me suis rangé du bon côté et j'ai tout mis en œuvre pour essayer d'aller au bout de mes rêves, d'aller au bout de ma passion et bien évidemment, entre guillemets, égoïstement, me faire très plaisir au travers de ce que j'ai pu faire pendant de nombreuses années. Et le plaisir passé par la vitesse. Évidemment, vous savez, en général, c'est 95% de soucis pour 5% de plaisir, mais le 5% de plaisir était tel que les 95% de difficultés, on les oublie vite. Et si je devais résumer ma carrière, je dirais que j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'avais énormément de détermination dans ce que j'ai fait, j'ai pris beaucoup de risques, non pas des risques derrière le volant, mais des risques dans ce que j'ai pu faire pour engager, enfin pour m'engager dans ce à quoi dans ce que je souhaitais faire. J'ai beaucoup donné, voilà, donc ce que j'ai eu effectivement, bah, c'est le fruit d'un énorme travail, en tout cas personnel, et oui, c'est une grande histoire, en tout cas, me concernant. La première voiture que vous avez eue à vous, comme conducteur lambda, si j'ose dire, hors voiture de course, bien sûr. La première voiture que j'ai eue était une petite Opel Corsa, une voiture qui était une ancienne voiture de société qui avait 100 000 km. Et je revois mon père me disant, parce lorsqu'il me l'avait offerte, c'était donc une voiture qui était très correcte pour ce que j'avais à faire pour me déplacer. C'était un très beau cadeau de sa part, puisque tout jeune à cet âge, à 18 ans, n'a pas toujours un véhicule. Et il avait pris le soin de me mettre cette voiture à disposition après l'avoir révisée, 4 pneus neufs, les freins, etc. Et lorsque 2 jours après, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de pneus et plus de plaquettes, ça l'a fait sourire. Mais c'était quelqu'un qui comprenait très bien les choses, qui ne disait rien, mais il n'en pensait pas moins. Et compte tenu du fait qu'il n'était pas tout à fait favorable à l'idée que je puisse aller faire la course, mais pour autant il le respectait, il ne s'est jamais permis de me dire quoi que ce soit. Oui, peut-être une fois, mais ça beaucoup plus tard, en me disant qu'il fallait que je fasse quand même attention parce que j'avais des engagements financiers qui étaient lourds et que si je passais du mauvais côté, ça risquerait d'être difficile. Et ça, c'était un de ses savoir-faire, c'est de responsabiliser les gens, de les mettre face à leurs responsabilités afin qu'ils sachent bien vers quoi ils peuvent aller. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir quelques garde-fous, même si je peux vous avouer que les engagements dans lesquels j'étais parti étaient extrêmement lourds. J'ai une vague idée lorsque vous avez dit que quelque temps après vous avoir donné la voiture, il s'est rendu compte que les pneus n'étaient pas en très bon état, etc. On imagine un peu, mais est-ce que vous pouvez être plus précis pour ceux qui nous écoutent? Bah, écoutez, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais enfin, vous vous doutez bien que... Une anecdote, par exemple, pour dire ça. Ben, je vais vous dire, j'ai appris, j'avais une telle détermination de vouloir faire de la course, et j'en rêvais tellement, et je pensais tellement à ça, que lorsque j'ai eu ma première voiture, mon terrain de jeu et d'entraînement était les routes du Nord, et particulièrement la Trace, ou des endroits comme Font-Saint-Denis, De Choux, tous ces endroits perdus, où à l'époque il n'y avait quasiment personne, et qui me permettaient de rouler, ou en tout cas d'apprendre à conduire sur des routes sinueuses. Donc voilà, peut-être que j'étais peut-être pas exactement en phase avec le code de la route, ou en tout cas j'étais certainement très proche de la limite. Vous êtes fait des frayeurs à cette occasion? Comme tout jeune, j'ai eu des frayeurs tant à moto qu'en voiture. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer souvent à des jeunes en disant, moi je ne suis pas un donneur de leçons parce que j'ai fait bien trop de choses moi-même et certainement d'erreurs pour pouvoir me permettre de juger quiconque, que ce soit d'ailleurs pour la conduite ou pour autre chose. En attendant, j'essaye de leur dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, il y en a plusieurs et qu'il faut prendre conscience que des fois,
en mettant le casque, en mettant sa ceinture, en faisant attention et en essayant de se retrouver dans des endroits adaptés, on peut assouvir sa passion. Alors c'est vrai qu'à Martinique, on n'a pas de circuit, ni moto, ni auto, mais on peut malgré tout faire de la course auto ou moto, et ça demande une autre contrainte. C'est toujours plus facile lorsqu'on est, selon moi, en électron libre, sans règles, donc on n'a pas besoin, il n'y a aucune contrainte, et donc les fameux tirages de faire quoi que de s'afficher clairement avec une réglementation, un casque, enfin dans des conditions de sécurité, et là on est face à un chronomètre, c'est pas, enfin, on ne peut pas tricher, on est face à nous-mêmes, face à un cadre bien déterminé qui permet de s'exprimer, et là il y a un premier, un deuxième, un troisième, et pour ceux qui n'aiment pas perdre, c'est sûr que c'est plus difficile. Me concernant, j'ai surtout beaucoup appris de mes défaites, ce qui m'a permis de me rapprocher de mes victoires. Je parlais tout à l'heure de vos propres frayeurs éventuelles lorsque vous avez sillonné les routes de la Trace et autres, mais est-ce que vous pensiez aussi aux frayeurs de ceux qui pouvaient vous croiser? Et est-ce que vous avez eu des rencontres avec certains ou des explications? Je ne voudrais pas m'étendre sur la question parce que, non pas que je ne sois pas à l'aise sur la question, mais simplement, comme beaucoup de jeunes, j'ai fait des bêtises, et comme beaucoup de jeunes, j'ai eu certainement beaucoup de chance. Donc j'en ai pris conscience relativement tôt, et ça m'a permis de partir sur autre chose. Maintenant, Cette prise de conscience à la faveur de quoi? Des déclics quelconques? vous savez, lorsqu'on est jeune, on ne se rend pas bien compte des choses, on a l'impression qu'on est un peu les maîtres du monde, qu'on maîtrise tout, qu'on va y arriver, enfin que tout passera. Et ce n'est que par souvent des expériences malheureuses qu'on se rend compte de nos erreurs. Donc j'ai fait partie de ces jeunes qui ont été turbulents. Et puis j'ai vu autour de moi beaucoup d'amis qui se sont fait mal ou qui ont perdu la vie, tant en moto qu'en voiture. Et donc tout ça fait prendre bien évidemment conscience, parce que je crois que tout jeune aime la vie. Et s'il savait à quel point la vie était précieuse, il ferait pas tant d'erreurs. Donc c'est sûr que moi j'ai perdu des copains proches, j'ai eu beaucoup d'accidents autour de moi. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'on en a beaucoup moins aujourd'hui, parce que même si on a encore trop d'accidents, c'est simple, les statistiques ont été divisées par 3 ou par 4 par rapport à il y a 20 ans. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu d'énormes progrès de frais, même s'il en reste encore beaucoup. Je suis, comme vous le savez, engagé dans la sécurité routière au travers d'un centre de formation qui s'appelle SafePark, et sur lequel justement on a essayé de mettre des formations en place qui étaient des formations pédagogiques, bien évidemment, avec pour vocation de remettre les fondamentaux de la conduite en place, mais surtout de faire en sorte de faire prendre conscience à ceux qui conduisent des risques qu'ils prennent sans être des donneurs de leçons. Donc je vous dis, pour revenir à mes débuts, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais je comprends la problématique des jeunes, et en tout cas lorsque j'en discute avec eux, j'essaye d'être plutôt un grand frère, plutôt que quelqu'un qui donne des leçons aux gens, et chaque fois que je vois un motard ou un accident de la route dû à l'excès de vitesse ou des choses comme ça, forcément, je pense à ce que j'ai pu faire et à la chance que j'ai eue d'être passé au travers. Et vous avez le sentiment d'être entendu de ces jeunes? Oui, quand je discute avec eux, clairement, compte tenu de ce que j'ai pu faire en course automobile, forcément, lorsque je me retrouve sur ce terrain de jeu avec eux, évidemment, on discute, on échange, et je leur dis, je leur fais passer des messages. Maintenant, évidemment, il n'y a que l'expérience qui compte. Vous savez, moi je vais vous dire, à moto, j'ai eu un souvenir une fois où je me suis vraiment fait peur en moto, et là j'ai dit stop, c'est bon, j'ai compris que là il fallait passer à autre chose. En voiture, Passer à autre chose, c'est-à-dire ne plus faire de la moto. non, je suis encore motard, j'adore la moto, je roule encore en moto, je suis passionné de moto, je suis passionné de voiture, je suis passionné de sport mécanique, donc forcément, voilà. Mais en tout cas, passer à un autre mode de conduite, et je vais avoir, je sais pas moi, 20 ans, hein, quelque chose comme ça. 20 ans, on n'a pas la maturité, on est forcément, lorsqu'on est passionné, lorsqu'on aime la vitesse, on se rend pas compte, et je pense que les jeunes ont besoin, au-delà d'être informés, ils ont besoin d'expériences qui leur montrent et qui leur font toucher du doigt le risque énorme qu'ils prennent. Moi, c'est lorsque j'ai touché du doigt ces risques énormes que je prenais et que j'en ai pris conscience que j'ai pris le virage. Donc voilà, et pareil en voiture. Donc et c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui. Enfin, quand je dis c'est pas très difficile, je n'ai aucun problème à en parler.
Mais c'est difficile. Il faut, au-delà de le dire, il faut pouvoir faire en sorte que les jeunes, que ce soit des jeunes conducteurs auto ou moto, qu'on puisse les mettre en situation et qu'ils puissent voir les risques au quotidien qu'ils prennent. L'expérience, elle ne s'achète pas, elle s'acquiert, ou alors elle peut s'apporter par des stages, comme on essaye de le faire, et remettre des fondamentaux pour que les gens comprennent que c'est pas ni la voiture ni la moto qui est dangereuse, mais c'est celui qui est entre le guidon et le siège, ou entre le volant et le siège, qui est plutôt inconscient des fois. On a cette préoccupation, mais il y a aussi celle, me semble-t-il, des jeunes qui disent aujourd'hui que lorsqu'ils veulent faire justement des sports mécaniques, il manque des espaces et autres. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous êtes conscient et est-ce que vous, éventuellement, pouvez Bien apporter sûr, une réponse à ces jeunes? bien sûr qu'il manque des espaces et on pourrait trouver des solutions, mais je crois que le degré d'exigence de chacun, des fois, enfin, pour avoir participé à de nombreuses réunions sur la question, des fois je me dis, mais j'ai l'impression, enfin, je rêve parce que je trouve que l'exigence de chacun, on ne se rend pas compte. On veut un circuit. Bien sûr, moi je rêverais que la Martinique puisse avoir un circuit. Je rêverais qu'on puisse organiser des courses de voitures, des courses de moto, des courses de camions, etc. Mais est-ce qu'on sait ce que coûte, au-delà du coût de construction d'un circuit, est-ce qu'on sait ce que coûte le coût d'exploitation d'un circuit? Et nous n'avons pas la taille, ni suffisamment de courses, ni suffisamment de débouchés pour pouvoir maintenir un tel outil. Donc je crois que des fois, il faut savoir s'adapter à notre environnement et dire, voilà, on peut très bien avoir un ou deux terrains de cross, on peut avoir des aires planes où on peut organiser des événements, enfin, ou alors adaptons-nous avec ce qu'on a déjà et trouvons des solutions. Tout le monde a de grandes exigences pour tout un tas de raisons que je peux comprendre, mais arrive un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision et qui dise, voilà, le cap c'est ça, et il faut qu'on s'y tienne. On ne Et peut pas faire plaisir à tout le monde. ça manque quelqu'un qui prend une décision en disant que c'est comme ça qu'on va faire, et puis voilà quoi. Je sais pas, on peut penser que ça manque, oui, Jean-Philippe. Hein, Vous ne voulez pas si vous trop voulez, là, hein. si vous voulez me faire dire Non, non, qu'arrive un moment, il faut qu'il y en ait qui prennent une décision, oui. ouais. Pour autant, il faut qu'il soit bien conseillé, parce que celui qui prend la décision, il n'est pas non plus un spécialiste. Et s'il n'a pas toujours les bons conseillers autour et que s'il est influencé par tout un tas de choses, c'est difficile. Donc je ne suis pas en train de dire que celui qui prend la décision n'est pas la bonne personne. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut être raisonnable dans ce qu'on fait. Pour moi, de toute manière, à la Martinique, nous avons tout pour réussir, quel que soit le domaine. Nous avons notre avenir en main, à nous de le prendre en main et à nous d'avancer et savoir s'adapter au mieux par rapport à nos contraintes. Et lorsque ces jeunes ont le sentiment d'être mal compris, vous entendez cette musique-là? Mais c'est normal, un jeune n'est jamais bien compris, puisqu'un jeune, par définition, il ne peut pas avoir la même vision que celui qui a 20 ou 30 ans de plus que lui. C'est évident. Moi, je prends enfin, j'ai tellement d'anecdotes que je pourrais vous donner. Donnez-nous-en. Ouais, non, mais enfin, je ne sais pas si ça servirait à quelque chose, mais en tout cas, je me mets à la place des jeunes, car je l'ai été et je le suis encore des fois dans ma tête. J'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai, mais en tout cas, je me rends bien compte qu'effectivement, lorsque un jeune, on lui dit quelque chose, il a toujours l'impression, et c'est à mon avis normal, il dit mais non, mais attends, mais moi je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais y arriver. Et quelque part, c'est ce qui fait que cette inconscience, cette insolence fait des fois que certains y arrivent. Moi je sais une chose, c'est que si je n'avais pas ce brin d'inconscience, et non pas d'inconscience, parce que j'ai été quand même assez conscient des choses. Raisonnable, dans cette j'ai- inconscience. Ouais, enfin, Connaissant je connais, suffisant des limites alors. je sais pas enfin, jusqu'où je vais dans ce que je dis, mais en tout cas, j'ai du mal à décrire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour être déterminé, il vous faut un minimum d'inconscience, tout en ayant la conscience nécessaire pour ne pas aller trop loin. Donc des fois, vous voyez, c'est comme quand on est en course, c'est savoir aller le maximum du minimum de risque possible. Et des fois, vous êtes vraiment sur la corde raide. Donc c'est difficile, mais on n'en est pas là. Ce que je veux dire, c'est, pour moi, la communication, c'est quelque chose de déterminant. Il faut absolument, ceux qui sont plus âgés doivent être plus patients vis-à-vis des jeunes, doivent prendre le temps, réexpliquer, discuter, démontrer, etc., pour essayer de leur donner un cap. Après, c'est au jeune de faire son expérience. On peut donner tout ce qu'on veut à un jeune,
arrive un moment, quand il est au pied du mur, ben, il faut qu'il monte il faut qu'il le monte. Et c'est pas moi qui peux le faire à sa place. Oui, même s'il lui en faut des fois des modèles, et il semble qu'à cet égard, vous en faites partie de ceux qui sont leurs modèles. Si vous le On me dites. disait notamment, moi, enfin, d'autres disent avant moi, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations sportives qui sont faites de sport automobile, par exemple dans les Routes de Fort-de-France, et une fois ça s'est produit, et on m'a raconté que Simon-Joseph, du côté de la Croix-Mission, faisait un départ, il se retrouvait dans l'autre sens, et il paraît que ça comme dirais-je, hypnotise pratiquement les jeunes. Vous êtes conscient de Mais ça et je suis certainement conscient qu'effectivement, je peux être un exemple, entre guillemets, pour certains, mais vous savez, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez... euh, j'ai toujours eu les pieds sur terre et je n'ai jamais fait les choses par rapport aux autres. Je les ai faites d'abord, enfin, ce que j'ai fait parce que j'étais déterminé à faire ce que je voulais faire. J'avais vraiment, je dirais, cette envie et cette passion que de faire de la course automobile. J'ai eu beaucoup de difficultés compte tenu du parcours que j'ai connu avec l'accident de mon frère, ce qui fait que je suis parti avec énormément d'handicap. Après, évidemment, lorsqu'on a la chance de réussir à certains challenges, ben, en tout cas, moi, je fais partie plutôt de ces gens qui ont envie de partager, discuter, échanger et faire part de mon expérience à d'autres. Comme je dis, quand je discute avec des jeunes qui font de la moto ou de la voiture, c'est toujours une discussion passionnante. Et ce que j'aime, c'est justement ce côté un peu taquin ou provocateur de ces jeunes pour dire ouais, il faut faire ci, et je trouve ça très sympa parce que j'ai été pareil. Quand j'ai commencé à faire la course, la seule envie que j'avais, c'était de battre les meilleurs. Et la gagne, forcément, quoi. exactement. Et quand je les ai battus, ben, je me suis dit, ben, je vais aller en Guadeloupe, et puis après, je suis allé en métropole, et etc., etc. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un débat sans fin. Moi, ce que je pense, en tout cas, qui est important, c'est la communication, l'échange, essayer de cadrer, essayer de fixer des objectifs atteignables et faire en sorte de donner confiance à ces jeunes, parce que c'est la relève, c'est eux qui vont prendre la suite très bientôt, ou déjà. Oui, comme vous dites déjà, je retombe sur ce mot, parce que j'ai eu l'occasion de voir, notamment via des vidéos, des manifestations de sportives organisées, automobiles en tout cas, par des jeunes avec des voitures complètement dingues et tout, dans quelque part en Martinique, on ne sait même pas, personnellement je ne sais pas où c'est. Vous avez eu l'occasion d'être invité à ce genre de manifestation? Alors, vous parlez de tirage ou de choses comme Pas ça nécessairement, oui, il y a un peu de ça, mais c'est des associations, ils se retrouvent à certains endroits et ils Ah font oui, avec des des voitures de manifestations. passionnés. Oui. Voilà, entre Alors, autres. Ouais. oui, C'est deux choses effectivement, différentes. c'est deux choses très Alors, différentes. parlons des passionnés d'abord. Les passionnés, j'ai pas eu l'occasion beaucoup d'y aller, Mhm. très clairement, parce que Mais vous le connaissez bien. oh, je Parce que connais. lorsqu'on n'est pas dans le monde, on se dit, mais c'est pas possible que ça se Non, mais passe en Martinique, que les d'abord, gens. il faut savoir que les gens aiment beaucoup l'automobile à la Martinique, enfin dans les DOM, mais particulièrement Martinique, Guadeloupe, mais Réunion et Guyane également, puisque pour avoir été aussi en Guyane et en Guadeloupe, je connais pas la Réunion, mais je vois bien le niveau d'appétence pour la question. Et puis, d'un autre côté, vous avez des gens qui sont très ingénieux, qui arrivent à faire de très belles autos avec des petits moyens et qui se font extrêmement plaisir à leur manière. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa, plutôt passionnant. Enfin, moi, j'ai eu plaisir à échanger avec quelques personnes, mais c'est Ça vrai que vous je aurait n'ai... tenté? Pardon? Ça vous aurait tenté de faire cela? Non. C'est-à-dire cette passion Non, pour les. non, 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 non. Moi, ce qui me plaisait, c'était la course pure et dure. Voilà, je ne suis pas un grand bricoleur. J'ai beaucoup travaillé mon pilotage, beaucoup travaillé ma technique pour pouvoir conduire le mieux et le plus en sécurité possible. Mais après, non, ce qui me plaisait, c'était le rallye particulièrement. Vous voyez, quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans, je me rappelle écouter le rallye Monte-Carlo le matin, enfin la nuit. À l'époque, il y a 40 ans, la FM, ça n'existait pas Ouais, vraiment, la bande FM. c'était Donc la, c'était la M, exactement, et les ondes j'écoutais moyennes. Radio Monte-Carlo sur les longues ondes, je ne sais Mhm. plus quoi là. Une grande zone, Et, ouais. et si mes parents savaient que j'écoutais ça à l'âge de 9-10 ans, je me serais fait tirer les oreilles. Mais vous voyez, j'ai des souvenirs comme ça. Et c'est vrai qu'après, c'est marrant. Je l'ai pas fait. C'est plutôt après ma carrière. Je me suis, de temps en temps, quand j'y repense, je me suis dit, mais c'est vrai que tu avais chopé la piqûre très très tôt. Donc voilà, mais après, non, j'ai pas participé à toutes ces choses-là de plus près. Non, j'ai été assez rapidement orienté vers le rallye et je me suis arrêté à ça. Et on avait parlé des passionnés, mais vous disiez aussi, est-ce que c'est ceux qui faisaient des tirages ou des choses comme ça continue toujours?
Les tirages, malheureusement, continuent, oui, et ça s'arrêtera. Enfin, je pense que ça a diminué en intensité. Malheureusement, on a bien vu qu'il y a eu quelques accidents, qu'il y a eu quelques problèmes, mais que ça reste très, très, très dangereux. Et j'invite, malheureusement, ceux qui le font je leur recommande de ne pas le faire. Maintenant, est-ce qu'on pourra enfin, c'est incontrôlable, ou enfin, c'est difficile enfin oui, interdire, c'est interdit de toute manière, Et ça rend toujours pour contourner les interdictions, c'est ça? c'est compliqué, c'est pas évident, voilà. Ouais. Mais Et ça ne veut pas dire que je le cautionne. non, Mais on je a peux bien compris. pas, comme je vous dis, j'ai participé moi-même, il y a très longtemps, à des tirages. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait. Et des bêtises, j'en ai faites. Donc je comprends la genèse. Mais lorsqu'on voit, enfin, les risques qu'on prend, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut, comment dire ça, taper taper sur les gens, bon, ça C'est sert, pas très efficace, quoi. oui, ça a une certaine efficacité. Mais à long terme, non. Être pédagogue et expliquer, ça l'est plus. Mais c'est tellement compliqué que je ne sais pas comment on peut régler ce problème-là. Mhm. Voilà. Ouais. Mais je dis bien, je ne cautionne pas cette affaire. Mhm. Très bien. Vous avez parlé à plusieurs reprises du fait que vous avez eu ce gap en quelque sorte après la disparition de votre frère et que vous êtes contre l'avis de vos parents, avez-vous dit tout à l'heure, vous avez repris. Est-ce que dans cette période, il y a un déclic où vous vous êtes dit qu'il fallait que je recommence, que je le fasse? Est-ce que c'était une Que je manière, recommence quoi? pas recommence, c'est-à-dire se mettre vraiment dans la compétition automobile pour le coup? Est-ce qu'il y a un déclic qui fait que vous avez dit, après ce silence, si j'ose dire? Non, je ne Non? me suis jamais posé. J'ai toujours. Il y a bien une chose dont j'étais sûr, c'est de ce que je voulais faire. Je voulais absolument faire ça et rien d'autre. Mhm. Et vous le disiez depuis longtemps? Je vous dis, c'était quelque chose dont je rêvais déjà avant l'accident de mon frère. Mhm. Et donc, l'accident de mon frère ne m'a pas. Ça m'a profondément choqué, ça m'a profondément attristé, ça a changé ma vie, c'est sûr, ma vie, le rapport avec mes parents, enfin, etc. Bon, c'est autre chose. Mhm. Mais en tout cas, ça n'a pas enlevé ma détermination à vouloir faire ce que je voulais faire. Et j'y suis arrivé, donc voilà. Alors, je vais comprendre que vous aviez, je regardais Wikipédia aussi, que vous aviez arrêté votre carrière de pilote automobile à un moment. Mais lorsqu'on vous parle et que on échange, vous parlez de rallye à tel endroit, je suis à tel rallye, et on a eu une conversation, je crois que c'est en décembre par là, vous me disiez ça. Là, vous avez les questions d'aller notamment en Croatie, si mes souvenirs sont exacts. C'est exact. Et vous en êtes tout précisément par rapport à ce plaisir, à cette détermination, à cette volonté, etc. Ma carrière professionnelle en course automobile en tant que pilote s'est arrêtée en août 2008 suite à un accident que j'ai eu en ski nautique, pas loin d'ici, à Sainte-Anne. Donc voilà, ça a été terminé. J'ai eu le plaisir de continuer à faire quelques courses et d'être d'ailleurs champion de France rallye sur terre en 2011, tout à fait par hasard, parce que ça ne devait pas se faire. Et finalement, j'ai fait la saison où j'ai gagné le championnat, avec grand plaisir d'ailleurs, parce que c'était vraiment un bonheur que de remonter dans une voiture et de rouler sur une surface comme la terre, que j'aime beaucoup. Voilà. Et depuis 2010, j'ai travaillé dans une nouvelle. Enfin, j'ai poursuivi dans des activités autour du sport automobile en tant qu'ouvreur. Ouvreur, c'est-à-dire que je travaillais pour deux pilotes, très exactement, Peter Solberg, 2010, 11 et 12, et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2021, je travaille avec Sébastien Ogier. Donc mon rôle est d'être un peu les yeux du pilote 2 ou 3 heures avant son passage en course et de lui redétailler avec le plus de précision possible avec son langage, parce que je n'invente rien, c'est vraiment quelque chose, enfin, ce sont ses mots, c'est son lexique, etc. Et j'essaye d'être le plus constant, le plus précis possible dans la comment dire La ça, description. dans la description de la route, pour faire en sorte que lorsque lui, à son tour, part sur la route, il puisse comprendre et retrouver ce que j'ai pu écrire dans la correction de ses notes. Voilà. Donc, alors, c'est un travail qui se fait déjà en reconnaissance. On part avec eux avant. J'ai un coéquipier. On a
On teste tout un tas de choses, on regarde si le réseau téléphonique passe, on regarde comment on va donner les notes, on a des points où on remet, qui puissent partir avec notre cahier de notes, ce qui permet de ne pas avoir de problème de recopiage, parce qu'à un moment, enfin, il y a des fois où on est obligé de faire de la correction par téléphone, ce qui oblige le copilote à dicter les notes au copilote, qui lui doit les recopier. Donc, on essaie maintenant de transférer tout ça par quelqu'un qui les récupère, on appelle ça un runner. Et donc après, comme je dis, mon travail c'est d'analyser aussi la route, d'essayer de donner un peu une description générale des conditions, d'appeler les gens de la météo. Enfin, c'est un vrai boulot, un boulot de l'ombre qui me convient parfaitement parce qu'on on a énormément de pression, parce que la responsabilité qui nous est donnée est terrible. Et tant que le pilote, tant que le pilote n'a pas passé la ligne d'arrivée, que ce soit Peter pendant 3 ans ou Seb maintenant depuis 8-9 ans, je ne sais plus, c'est vraiment quelque chose de très stressant. Mais, si vous voulez, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que l'exigence de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia est tellement élevée que chaque fois, on se remet en question, on va chercher les dernières petites choses, et c'est vraiment, pour moi, c'est un vrai beau challenge. On bosse tous les 4, mon coéquipier, l'équipage et moi-même, et c'est vraiment très intéressant. Et vous le faites de manière tout à fait désintéressée, au sens où vous ne regrettez pas de ne pas pouvoir faire le pilote vous-même? Non, pas du tout. J'ai connu Sébastien Ogier en 2008, au tout début de sa carrière professionnelle, lorsqu'il était chez Citroën. On a d'ailleurs fait pas mal d'essais ensemble, et pour l'anecdote, très rapidement, d'ailleurs sur la Terre, pas assez vite, je crois que dès les premiers essais, il était plus rapide que moi. Donc voilà, il n'est pas 7 fois champion du monde pour rien. Moi, j'ai pas été champion du monde, j'ai été un très bon pilote, mais pas encore à ce niveau-là. Et donc, je n'ai aucun ni complexe, ni quoi que ce soit par rapport à ça. J'essaye de faire ce que j'ai à faire et de servir le mieux possible. Pour autant, ma carrière de pilote est terminée, elle est derrière moi. Et je ne me pose même pas la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me fais encore plaisir de temps en temps derrière le volant d'une voiture de course. Mais lorsque je vois le niveau où j'étais et le niveau où je suis aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Donc j'essaie malgré tout de me faire plaisir, mais je n'ai plus aucune prétention. Très bien. Et juste une chose encore, parce que vous parlez des voitures, etc. Vous intéressez justement à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la construction automobile, avec tout ce qui aujourd'hui est nouveau pour l'automobile, parce que vous continuez bien sûr, pour votre propre plaisir, ou tout au moins vos déplacements et autres, à avoir utilisé une voiture. Vous roulez en quoi en ce moment? Moi, je roule là en ce moment dans un pick-up, vous voyez, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi, Ouais. tant au niveau professionnel que personnel, c'est le véhicule qui me va très bien. Maintenant, je suis un passionné de voitures et j'aime les belles voitures, comme j'aime les voitures de manière générale, et plus particulièrement les voitures de sport. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai gardé une petite activité de consultant, que je fais de moins en moins parce que je suis beaucoup plus occupé par d'autres activités aujourd'hui. Mais pendant longtemps, j'ai eu une activité de consultant, je dirais plutôt dans les années entre 2010 et 2015, où j'ai fait pas mal d'études, et notamment sur le sport auto. J'ai eu de belles études à faire, notamment une pour le Dakar, où l'idée était de travailler sur un nouveau règlement. Enfin voilà, je suis évidemment passionné, j'essaie de réfléchir à tout ça, et j'ai la chance de connaître effectivement pas mal de monde, tant du côté technique, management, etc. dans le sport auto. C'est un petit monde, entre guillemets, que j'ai la chance de connaître, et forcément je regarde toujours ça d'un œil intéressé, même si aujourd'hui les différentes choses que je fais à la Martinique me prennent beaucoup de temps et m'écartent un peu plus de ce monde-là. Mais je continue effectivement à faire 4 ou 5 rallyes par an. Cette année, on en fera 5 avec Sébastien Ogier. Le dernier se courra au Japon. Ça fera une sacrée balade, parce que Fort-de-France pour aller à Tokyo, c'est pas la porte à côté. Sans doute. Mais c'est avec passion, comme j'ai toujours fait, et sérieux, que je tâcherai de remplir mon job au mieux. Et je Voilà. m'attendais quand même à ce que vous me parliez de tout ce qui est fait en matière d'innovation sur l'automobile. Alors, lorsqu'on dit ça, je pense notamment à la Tesla. Il y en a quelques modèles ici, semble-t-il. J'ai eu la chance d'en avoir une pendant Ah bon, quelques j'ai bien temps. vu alors. C'est une voiture Alors, exceptionnelle, vraiment révolutionnaire. Voilà, ben, pour quelqu'un qui a roulé avec des voitures thermiques pendant aussi longtemps et qui ont fait autant de bruit que les miennes, c'est vrai que j'ai eu pas du mal à m'adapter au fait que ça ne fasse pas de bruit, mais c'est très très particulier. Mais d'un autre côté, je dois avouer que le véhicule électrique, puisque j'ai eu la chance d'avoir une Tesla, mais j'ai aussi
Dans nos entreprises, on a une voiture, on a des Zoé pour des collaborateurs et j'ai eu la chance de les conduire. Je trouve que ce sont les voitures électriques en tout cas, sont des voitures extrêmement agréables et intéressantes. Alors il y a un long débat entre les problèmes de batterie, de recyclage et puis d'un autre côté, le côté thermique et pollution. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais ça avance, ça bouge, tout ça aussi. Tout ça avance et bouge énormément, mais en tout cas, c'est vrai que la technologie embarquée dans les voitures, si on la compare à ce qui se faisait il y a 20 ans, et lorsqu'on parlait tout à l'heure d'accidents en nette diminution qui ont dû être divisés par 2 ou par 3, forcément, la technologie embarquée dans les voitures aujourd'hui a beaucoup contribué au fait de rendre les voitures beaucoup plus sûres. Voilà. Mais personnellement, moi j'aime les voitures qui glissent, j'aime les voitures qui font un peu de bruit. Justement, c'est là-dessus que je veux revenir, parce que mes oreilles font tilt, parce que vous parlez de bruit, des voitures bruyantes que vous regrettez. Vous pensez quand même qu'il y a un certain nombre de personnes aussi, notamment des gens d'un certain âge, qui écoutent et dans la ville et tout ça. Vous êtes conscient de ça? Vous êtes au courant de ça? Est-ce que des gens vous posent des questions concernant le bruit, le vrombissement de certains véhicules à des heures pas possibles, etc.? On est quand même, on est devenu on est policé dans une société très politiquement correcte. Aujourd'hui, il ne faut plus faire de bruit, il ne faut plus rien faire. Donc, moi, je le comprends, je le respecte et j'y adhère, puisque j'ai roulé avec une voiture électrique avec plaisir. Maintenant, c'est vrai que dans la mesure du possible, lorsqu'on peut ne pas embêter les gens et continuer à entendre une belle mécanique et un moteur 5 cylindres, 6 cylindres ou plus gros tourner, ou un moteur comme 4 cylindres à plat, ça c'est très agréable. En tout cas, moi qui suis un passionné de machines et de mécanique, forcément j'aime beaucoup. Je peux comprendre qu'avec le temps, parce qu'on va y arriver. Les voitures sont de plus en plus lissées, elles sont de plus en plus sûres, elles freinent toutes seules, elles vous préviennent d'une voiture qui ralentit, elles vous empêchent de doubler, etc. Ce qui est très bien. Vous dites quoi? Que le plaisir de piloter avec tous les réflexes, les réactions qu'on peut avoir, ça a tendance à s'effilocher? Non, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'avant c'était mieux. Il faut savoir s'adapter avec son temps. Moi j'ai eu la chance de conduire des très belles voitures bruyantes, glissantes, plutôt polluantes, etc. Il y a 30 ans, hein. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont extrêmement confortables, très agréables, très sûres, avec un tout autre style de conduite, mais qui sont tout aussi agréables dans un autre contexte. Voilà, donc vous voyez, pour vous donner une anecdote, j'ai eu la chance de faire, il n'y a pas longtemps, pour un concessionnaire de voitures de prestige, un film où ils m'ont demandé de glisser autour enfin de faire un cercle et de glisser avec. C'était une voiture électrique et j'ai pris autant de plaisir que si j'avais une voiture atmosphérique. Donc, comme quoi qu'on peut faire la même chose avec des voitures électriques qui sont bourrées d'électronique, mais une fois qu'on arrive à retirer tout ça, on revient à une voiture 4 roues qui glisse et où il faut la maîtrise derrière le volant. Donc, pour moi, c'est pas... je vous dis, je vis avec mon temps et j'apprécie les choses et je suis clairement conscient qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre de voitures qu'il y a, ce qui n'était pas la fin, je veux dire, le nombre de voitures n'arrête pas d'augmenter, il est forcément évident et important qu'on doive faire attention. Par conséquent, toutes les aides à la conduite sont les bienvenues et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Si vous me posez la question à titre personnel, ce que je préfère, sachant maîtriser mon véhicule, sur un endroit fermé, sécurisé, j'aime me faire plaisir à glisser, évidemment. Après, pour rouler tous les jours, je vais vous dire, je vais au Marin, j'habite Fort-de-France, je vais au Marin tous les jours, je me fais doubler un bon nombre de fois, et ça me fait sourire, parce que, pour vous donner encore une anecdote... Et on vous regarde, on dit, mais je l'ai doublé celui-là, mais c'est Simon Jean-Joseph. Ça arrive, mais ouais. J'avais une réunion de chantier pour un chantier au Marin, et je disais ça à quelqu'un qui travaillait pour nous, et quelques jours après, il m'a doublé, et donc je l'ai klaxonné, et à la réunion de chantier d'après, on a éclaté de rire, je lui ai dit, vous voyez, vous dites que je roule vite, finalement, c'est vous qui me doublez, donc voilà. Vous avez pas mal d'activités aujourd'hui, on l'a bien compris, de manière sous-jacente dans ce que vous disiez à l'instant. Le temps, c'est une préoccupation pour vous, le temps que vous avez, l'organisation de ce temps, etc. Parce qu'on a l'impression que vous faites 50 000 choses. Le temps, pour moi, j'ai bien pris conscience que le temps passe et qu'aujourd'hui, le seul luxe qu'on peut avoir, c'est avoir du temps. Et ça, j'essaye de le gérer au mieux. Et plus j'avance dans le temps, entre guillemets, et plus j'essaye de m'organiser le mieux possible. Donc, vous n'êtes pas l'âge.
J'aurai 52 ans bientôt, le 9 juin, vous voyez, donc peut-être que ce reportage passera à cette période-là, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas de problème avec l'âge, vraiment. Simplement, je crois que c'est dans la tête que les choses se passent, mais il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que le temps passe, on mûrit, on avance dans le temps, et j'ai encore plein de choses à faire, et j'ai envie d'essayer de les faire dans les meilleures conditions, donc j'essaie de ne pas perdre mon temps. Ce qui n'a rien de prétentieux, bien au contraire, mais j'essaye d'avoir de la qualité dans ce que je fais, d'essayer de passer plus de temps possible avec mes enfants quand je peux. J'ai des enfants qui sont grands et qui habitent un peu partout en Europe. Je prends plaisir à les rencontrer, je prends plaisir à rencontrer des amis, je prends plaisir à faire des choses, mais j'essaie dans la mesure du possible, de ne pas perdre de temps sur des choses qui ne sont pas utiles pour moi. Une dernière question, il nous arrive d'avoir marre, Simon Jean-Joseph, de prendre le volant pour vous déplacer et vous dites oh là là. Non, Non. oh, ben, comme tout le monde, des fois, on se retrouve coincé dans des embouteillages et on ne sait pas pourquoi. Mais non, vous savez, aussi marrant que ça puisse paraître, je ne suis pas du tout nerveux au volant. Mhm. Je ne suis pas quelqu'un. Je crois que enfin, j'ai pas souvenir d'avoir klaxonné quelqu'un au volant de colère. Vous voyez. Alors des fois, l'attitude de certains, justement, irresponsables ou irrespectueux, ça peut m'agacer. Mhm. Mais Mais il n'y aura pas de langage fleuri de votre part Ah comme on non, l'entend de non, moi temps je en temps. suis quelqu'un d'extrêmement détendu au volant. J'ai énormément de recul. Je fais, à la Martinique, je dois faire à peu près 25 000 km par an, ce qui est correct. Et je prends plaisir à les faire. Je prends toujours plaisir d'ailleurs lorsque je dois aller à une occasion ou une autre dans le nord ou dans le sud, autre que la route principale. Je prends plaisir à reprendre les anciennes routes de rallye où j'ai commencé à conduire. Et ça me fait toujours plaisir de les reprendre avec le sourire. Et je m'en rappelle toujours aussi bien d'ailleurs. Je vois que la mémoire Oh, fonctionne oui. encore. En fonction Voilà. des lieux peut-être. À tel Non, mais endroit. ce qui est marrant, c'est qu'on a une mémoire visuelle assez. Enfin, je pense qu'un pilote de rallye ou dans ce genre d'activité, on a une très bonne mémoire visuelle. Mhm. Et forcément, les routes sur lesquelles j'ai appris à conduire, je les connais encore relativement bien. Mais ça me fait plaisir de les retrouver, de les revoir. Et donc, des fois, ça m'arrive de me balader ou en moto ou en voiture. Si je dois aller chez un ami, ben, je vais me permettre de faire un petit crochet et d'avoir le plaisir à la fois de redécouvrir cette belle nature qu'on a